Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Pour entendre notre monde et poursuivre la compréhension de notre passé, scientifique et photographes n'ont de cesse de se croiser. Pour les uns et les autres, approcher la vérité n'écarte pas la possibilité de fictionner passé, présent et futur. Pour parler de ça, j'ai le très grand plaisir de recevoir pour les prochaines 45 minutes le photographe François Deladerrière, bonjour, et l'archéologue Jean-Paul Demoule. Bonjour. Bonjour, et puis vous êtes venu en voisin, parce que je crois savoir que vous êtes arlésien. Vous avez eu, à ma connaissance, l'occasion de travailler à plusieurs reprises, de vous côtoyer. Je pense à deux livres. Un livre publié en 2021 qui s'appelle Néolithique Anthropocène, dialogue autour des 12 000 dernières années aux éditions 205, qui donnait à lire, et qui donne d'ailleurs, puisqu'un livre, contrairement à une exposition, il se prolonge, donne à lire et à avoir des réflexions engagées sur la question de l'empreinte humaine sur notre planète. Il y avait plusieurs temps. Il y avait celle des transformatrices au néolithique, dont Jean-Paul Demoule, vous êtes évidemment un spécialiste, qui sont révélatrices de l'interrelation de l'humanité avec le reste du vivant. Il y avait les transformations prédatrices sur les ressources et les corps de la culture de plantation dès le début du XVIe siècle. Il y avait les transformations toxiques visibles après la Seconde Guerre, ou depuis la Seconde Guerre mondiale, constitutives de ce qu'on appelle la grande accélération. Et cet ouvrage faisait cohabiter plusieurs régimes d'expression. Le texte, bien sûr, avec des entretiens et avec des textes inédits, mais également des cartes, celles d'Axel Grégoire, et puis des photographies de François Deladerrière. Donc, je voudrais peut-être Jean-Paul Demoule, vous pouvez nous parler un tout petit peu de ce livre qui entremêle plusieurs temps de l'histoire, de notre histoire, depuis il y a environ 12 000 ans. Je dis bien environ. Oui, cet ouvrage, c'était dans le cadre d'une exposition au Musée des Confluences à Lyon, qui a été ouvert pendant le confinement, ce qui ne facilitait pas les choses, mais en même temps, le confinement illustrait effectivement les problèmes écologique en général de notre époque. Et donc, cette exposition qui s'appelait « Habiter la Terre du néolithique à nous » mettait justement en tension les deux périodes. C'est-à-dire qu'au centre, c'était concentrique, au centre, il y avait toute une série d'objets et de discours qui évoquaient l'invention de l'agriculture et de l'élevage. On a dit il y a 12 000 ans, donc c'est entre 5 et 10 000 ans avant notre ère, suivant les régions du monde, mais en tout cas c'est là que l'agriculture apparaît et elle va effectivement tout changer dans l'histoire humaine, puisqu'on va passer de 2-3 millions d'humains aux 8 milliards actuels et de petites sociétés de quelques dizaines de personnes très peu différenciées. La société actuelle où les 20 personnes les plus riches du monde ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc c'était la présentation du néolithique et autour de ses effets 12 000 ans après. Tout autour, avec un certain nombre d'objets. Et dans le cadre de ça, sous la direction du géographe Michel Lusseau, était à l'intérieur du livre photographié, grâce à François Deladerrière, 10 objets typiques du néolithique et 10 objets typiques de l'Anthropocène, 12 000 ans plus tard. Alors justement, revenons à ces 20 photographies qui sont au cœur de cet ouvrage, que vous trouverez évidemment dans les bonnes librairies. L'idée, qui est la question qui avait été posée à Jean-Paul Demoule pour les 10 objets néolithiques, c'était évidemment qu'il fasse le choix de ces objets, mais des objets qui étaient signifiants, qui racontaient cette transformation néolithique. Et la même question était évidemment posée à Michel Lusseau sur la question de l'Anthropocène, c'est-à-dire de cette période, on va dire, qui s'ouvre. Alors il y a débat, je sais, mais qui s'ouvre après la Seconde Guerre mondiale, avec notamment en son sein la question de la mondialisation. Et la question qui était posée au photographe, même s'il avait beaucoup de liberté, c'était de dire ces objets du néolithique qu'on a l'habitude de voir sous des vitrines
dans des musées ou dans des collections, ce qui n'est absolument pas le cas des objets de l'Anthropocène qui font partie de notre quotidien. C'est un smartphone, c'est une paire de jeans, c'est un container, c'est une palette, etc. On voulait mais qui raconte cette transformation énorme du monde dont vient de parler Jean-Paul Demoule, soit photographiée de manière équivalente. Voilà. Et donc cette question vous a été posée, François Deladerrière, et comment vous avez réfléchi à cette question? Mais alors déjà c'est un petit peu la même chose, c'est arrivé pendant le confinement, donc c'est vrai que moi j'ai un peu tourné en rond à la maison en attendant de pouvoir aller à la rencontre des objets du néolithique. Et en attendant, j'ai commencé par les objets de l'Anthropocène que j'avais à disposition à la maison. Ce qui est marrant, c'est que dans ce travail, la spécificité de cette demande, c'est qu'elle était, on va dire, contrainte maximale. Souvent, j'aborde un territoire ou j'aborde une thématique. Et là, en l'occurrence, c'était photographier 20 objets, 10 du néolithique qui étaient déjà choisis à l'avance et 10 objets qu'on me proposait pour l'Anthropocène. Donc, et ce qui était marrant, c'était d'essayer de moi trouver de ma liberté d'auteur dans cette contrainte qui était assez grande. Et finalement, j'ai trouvé beaucoup de grains à moudre, moi personnellement, dans cette histoire. Non, ce qui était intéressant, c'est que pour ces objets du néolithique, j'ai eu vraiment l'impression d'avoir des sortes de capsules temps qui venaient jusqu'à moi, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, c'est-à-dire que des conservateurs de musées, des chercheurs m'ont mis entre les mains des objets qui arrivaient directement du néolithique. J'avais jamais eu cette chance-là. Et c'est assez émouvant, en fait, d'avoir des objets entre les mains qui ont plusieurs milliers d'années, voire plusieurs dizaines de milliers d'années, et qu'on doit représenter. Enfin, il y a quelque chose une sorte de vecteur incroyable de temps qui nous arrive entre les mains. Et voilà, il y a quelque chose d'émouvant. Et donc, comment arriverait à rendre, je sais pas, justice, hommage aux gens qui nous les ont transmis jusque-là. Enfin, il y avait vraiment quelque chose comme ça. Donc, essayer de les photographier justement. Et puis à l'inverse, je dirais les objets de l'Anthropocène, j'avais l'impression en les photographiant, alors c'est peut-être très ambitieux mais j'avais l'impression d'encapsuler du temps d'aujourd'hui pour le transmettre dans le futur. Il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire que on fait un choix de 10 objets de l'Anthropocène. Aujourd'hui, probablement dans 15 ans, ce sera pas du tout le même. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui raconte notre quotidien, vraiment, voilà, c'est une photographie de 2022 quand on a fait ce travail, quoi. Donc c'était marrant, et déjà en refeuilletant le livre aujourd'hui, je vois déjà des images qui ont commencé à vieillir, donc ça y est. Et vous pensez auquel ? Notamment le smartphone, par exemple, c'est un modèle, c'est tout bête, mais les nouveaux modèles sont sortis. Il y en a eu plusieurs générations depuis, et le design a déjà changé. Donc c'est déjà une photographie qui parle du passé déjà. En fait, c'est ça qui est marrant. Et voilà, c'est un travail qui m'a beaucoup parlé du temps, quoi. Alors peut-être que la différence, enfin, dans les objets du néolithique, il y en a un qui ne venait pas d'une collection, parce qu'il y a un épi de blé. Et je ne suis pas tout à fait certaine qu'il venait d'un musée, à moins que je me trompe. Mais effectivement, la différence entre les deux, la difficulté pour Michel Lusso, peut-être moins avec Jean-Paul Demoule, c'est que Jean-Paul, vous avez un recul sur cette histoire du néolithique qui vous permet plus facilement de dire, voilà, cet objet-là raconte quelque chose de très important. Ce que fait également Michel Lusso, mais pour le coup, complètement collé à l'époque. Hein. Il n'a pas ce temps, ce temps d'étude, ce temps archéologique qui s'est déroulé. Jean-Paul Demoule, peut-être sur vos choix. On a essayé effectivement de prendre ce qui marquait une coupure radicale, notamment une poterie, puisque il y a quelques exemples de poteries fabriquées par des chasseurs-cueilleurs, donc avant l'agriculture, en Chine ou au Japon, mais c'est quand même relativement rare. Les poteries en terre cuite, ça va accompagner l'explosion démographique. Il faut fabriquer de plus en plus de récipients pour nourrir de plus en plus de gens, donc prendre les techniques les plus rapides, effectivement. De même,
On a sélectionné une passoire à lait parce que c'est les laitages qui n'arrivent que avec en argile, hein, une faisselle comme on dit. Les laitages évidemment ne peuvent arriver qu'avec la domestication des animaux et vont avoir une part importante dans aussi la révolution alimentaire. Et en écoutant à l'instant François de la Derrière qui parlait de son émotion, en touchant ces objets qui avaient plusieurs milliers d'années, je me disais que symétriquement, effectivement, pour nous archéologues, c'est tellement notre métier que c'est un effort de pensée, des fois de dire « Ah bon, sur ce sol néolithique d'il y a 8000 ans, sur lequel je suis en train de marcher, bien, personne n'avait marché depuis 8000 ans, ou quand on trouve une tombe, etc. » Et le fait qu'ils disent que symétriquement, ces objets de l'Anthropocène commencent lentement à devenir des objets archéologiques, c'est quelque chose qui m'interpelle aussi, puisque on se pose régulièrement de savoir qu'est-ce qui va rester de notre propre civilisation. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'artiste Daniel Speury qui avait enterré tout un déjeuner qui se situait dans un courant sur la base, faire de l'art avec des détritus, et qu'est-ce qui va rester de nous. Et c'est vrai que, par exemple, s'il y avait une catastrophe quelconque, que ce soit une guerre nucléaire ou une météorite, tout ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous stockons, tout ce qui est électronique, disparaîtrait complètement. Donc les seuls textes qui resteraient, ce seraient les inscriptions sur les pierres tombales ou les plaques d'inauguration quand elles étaient en marbre, alors qu'on a encore des papyrus égyptiens. Donc c'est vrai que ça fait mettre ces différentes époques en tension, ça oblige à réfléchir sur notre époque elle-même, qui est en partie en train de s'autodétruire, pas complètement, parce que Homo sapiens est une espèce invasive particulièrement efficace, mais qui pose en même temps un certain nombre de questions. Alors justement, François de la Derrière, sur ces photos, sur le choix que vous avez fait sur ces 20 photographies, donc vous avez mis en place un procédé, un processus, vous avez offert un cadre. Est-ce que vous pouvez nous parler des choix que vous avez fait pour ces photographies ? Oui, alors l'idée c'était un petit peu comment arriver à donner une continuité là-dedans pour comment faire série, comment faire dialoguer les objets entre eux, et que ça soit d'un côté les objets du néolithique et les objets de l'Anthropocène. Et en fait, je me suis dit que le plus simple pour ceux dont c'était possible, en fait, c'était de les photographier vraiment en studio, sur des fonds, de les photographier de manière la plus lisible possible, en fait. Et ce que j'ai trouvé intéressant là, en fait, c'était justement pouvoir faire en sorte que les objets de ces deux époques se répondent de cette manière-là, esthétiquement, visuellement. Et après, je me suis amusé à jouer sur des couleurs de fond un peu pop, par exemple sur l'emballage de fast-food. J'ai choisi volontairement un fond rose, un peu criard, et puis des couleurs un peu plus sourdes pour les objets de l'Anthropocène, mais du néolithique, pardon. Et puis après, il y a certains objets que je pouvais pas photographier en studio. Je pense à la pierre, la pierre funéraire que je suis allé photographier au musée Feneil de Rodez. Ça, c'était une vraie émotion là aussi de rencontre. Là, c'est plus un travail vraiment de lumière, de mise en lumière, pour arriver à rendre compte de la gravure qui est finalement relativement peu marquée sur la pierre. Enfin, disons que si on la photographie avec une lumière assez plate, ça peut ne pas rendre énormément. Donc là, il s'agissait vraiment de faire émerger la forme du dessin de cette pierre par la lumière. Et puis après, il y a certains objets comme la climatisation, le container, par exemple, que je suis allé photographier sur le site. Également en terre voilà. De l'époque néolithique. Alors là, qu'il y a une reconstitution, ouais. Qu'il y a une reconstitution. Donc là, c'est pas exactement tout à fait la même émotion, mais disons que ça m'a plongé aussi dans
Oui, parce que c'est vrai que le néolithique, c'est l'invention de la maison en dur et le début du confinement. Parce que jusque-là, on était nomades, chasseurs-cueilleurs au gré des ressources saisonnières. Et à partir du moment où on pratique l'agriculture sédentaire, eh bien, on bouge plus. On ne sort du village que pour cultiver les champs qui sont à proximité immédiate. Et puis, la population va grandir et on va arriver dans des villes où là, il y a en plus des commerces, la nourriture vient tout seul et puis ainsi de suite. Et maintenant, c'est Amazon qui nous apporte tout directement chez nous. On n'a plus besoin d'aller dans un magasin. Donc, c'est vrai que on passe effectivement, en même temps, 10-12 000 ans, c'est rien. Hein, c'est à peine 5% de la durée de vie d'Homo sapiens qui est là depuis, vous et moi, qui sommes là depuis à peu près 300 000 ans. Donc, c'est rien du tout, mais ça va être un bouleversement radical, y compris dans les modes alimentaires, puisqu'on va passer de racines, nourriture très carnée à nourriture beaucoup plus molle et sucrée, qui explique le fait sur 8 milliards d'habitants, il y en a 2 milliards en surpoids, qui est une épidémie évidemment bien plus grave que toutes les autres. Oui, et assez récente, et d'ailleurs qu'on comprenne bien pour nos auditeurs, cette explosion démographique dont vous parlez pour le néolithique est complètement liée à la question de l'invention de l'agriculture, de la sédentarisation, qui fait que il sera plus facile de porter des enfants, j'imagine, oui. En tout cas plus souvent, que d'être en permanence nomade, chasseur-cueilleur. C'est plus lié à la sédentarisation qu'à nos modes de nourriture, finalement, oui. D'alimentation. Oui, bien sûr. C'est ça. Parce que les chasseuses-cueilleuses, en moyenne, on constate qu'elles ont un enfant tous les 3-4 ans, alors que les agricultrices des sociétés traditionnelles, y compris dans l'Europe ou la France du début du XXe siècle, avec pratiquement un enfant tous les ans, même si la moitié mourait en bas âge. Donc c'est cette sédentarité, et aussi avec une nourriture qui est quand même plus stabilisée, plus garantie, qu'on va avoir cette explosion démographique qui n'est toujours pas maîtrisée. Il y a même la grande peste du Moyen-Âge qui tue entre le tiers et la moitié de l'Europe, c'est une toute petite encoche dans la courbe montante de l'explosion démographique. Oui, comme tant d'autres. Hein. Je pensais à d'autres phénomènes, les guerres, la grippe espagnole. On pourrait... Oui, tout ça, c'est pas grand-chose. Ça ne suffit pas à endiguer. Ça ralentit un tout petit peu avec la généralisation du contrôle des naissances, mais on est encore loin du compte. Et les Chinois qui ont essayé de pratiquer la politique de l'enfant unique sont obligés de revenir en arrière maintenant parce qu'il y a un problème de retraite, etc., etc. Et donc, la démographie elle-même va provoquer tout le reste, c'est-à-dire beaucoup plus de tensions entre des humains puisqu'ils sont de plus en plus nombreux pour les mêmes ressources, donc obligés sans cesse à produire plus de l'achat russe jusqu'aux OGM et autres. Et puis aussi la montée des inégalités sociales, puisque la statue Menhir dont parlait François de la Derrière à l'instant, c'est le moment où, vers 3500 avant notre ère, on voit dans le matériel funéraire, dans les tombes, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus riches que d'autres, parce que là, il y a toujours des leaders, même dans des petits groupes, mais dans un petit groupe de chasseurs-cueilleurs de 50 personnes, il n'y a rien à posséder. Là, quand vous avez plusieurs milliers de personnes, elles ont la possibilité de produire aussi des objets inutiles, des objets en or, des objets précieux. Et là, le pouvoir politique devient en même temps un pouvoir économique et va se manifester de manière de plus en plus ostentatoire, même si régulièrement il y a des baisses de régime, des révolutions et ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est une montée aussi inexorable vers des différences sociales de plus en plus importantes. Je vois que vous êtes tout de suite dans une actualité. En tout cas, vous faites le lien avec la question politique sans cesse. Je voulais qu'on passe à un deuxième projet sur lequel vous vous êtes là aussi croisé, qui est un projet d'une artiste qui est ici aux rencontres de la photographie d'art, Sophie Calle, qui expose au Cryptoportique.
Et vous avez travaillé donc à un projet consacré à l'hôtel de la gare d'Orsay, qui est aujourd'hui disparu. Jean-Paul Demoule, Sophie Calle vous a confié l'écriture des cartels de tous les objets qu'elle avait collectés entre 78 et 81, donc hôtel dans lequel elle est revenue. Et donc on a pu voir ces cartels à la fois dans l'exposition Les Fantômes d'Orsay et dans le livre qui s'appelle L'ascenseur occupe la 501, donc la chambre 501 dans laquelle elle était venue un peu clandestine entre 78 et 81. Et donc dans ce livre, on trouve 3 niveaux de lecture. Il y a les mots de Sophie Calle, qui racontent de manière un peu laconique l'histoire de cette aventure. Et vous avez travaillé à deux typologies de textes. Une description scientifique, j'allais dire standard, sérieuse, et en même temps un exercice d'archéologie fiction, où là vous laissez vous entraîner vers l'imaginaire. Et puis vous, François de la Derrière, vous avez photographié ces objets qu'elle avait collectés, donc ces objets tout à fait anodins, des restes d'histoires passées qui avaient traversé cette 501. Donc je voulais qu'on parle de ces choses-là, à la fois de la question de photographier ces objets, encore une fois, François de la Derrière, extrêmement quelconque, mais qu'on prend au sérieux comme une archive d'une certaine manière, et ça m'intéresse. Et puis vous, Jean-Paul, cette double écriture, cette écriture très sérieuse, là aussi, on a une archive, on la documente, et en même temps, on se projette à, je ne sais pas, 1000 ans, 2000 ans, j'en sais rien, et on regarde ça comme un archéologue, mais bon, on laisse l'imagination se dérouler. François de la Derrière, peut-être. En fait, ce travail, il est un petit peu dans la continuité de choses que je fais de temps à autre, c'est-à-dire mettre mon art de la photographie au service d'artistes actuels, d'artistes contemporains. Ça, c'est un exercice, moi, que j'affectionne particulièrement parce que c'est vraiment rentrer dans le processus de création d'un artiste et de l'accompagner sans interférer, en fait, je dirais. C'est-à-dire que c'est vraiment photographier des pièces, des documents, par exemple, j'ai photographié il y a quelque temps pour une artiste marocaine, franco-marocaine qui s'appelle Bouchra Khalil, des carnets qu'elle a récupérés de la valise de Jean Genet, par exemple. Donc, il s'agissait de photographier les documents contenus dans cette valise-là. C'était là aussi, des petites capsules de temps qui arrivaient de la jeunesse de Sophie Calle quand elle squattait cette chambre de la 501 dans l'hôtel d'Orsay. Donc c'est vraiment essayer de photographier le plus précisément possible. En fait, c'est des pièces qui sont confiées par des artistes pour accompagner leur projet. En fait, donc c'est vraiment et moi, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça parce que c'est vraiment, je vous dis, on entre dans le processus de création tout en essayant de s'effacer. En fait, voilà, il y a ce double mouvement. Donc là, c'était photographier des plaques émaillées de chambres d'hôtel qu'elle avait arrachées, des clés, des documents administratifs, des feuilles, des fiches de clients, par exemple. Et voilà, c'était assez intéressant à faire. Et là aussi, c'est toujours un petit moment d'émotion d'être avec des choses comme ça, d'entrer dans ce récit. D'ajouter du récit au récit. Exactement, voilà. Jean-Paul Demoule, alors justement, ce double exercice a dû beaucoup vous amuser, non ? Oui, ça me changeait des rapports de fouilles usuels, parce que nous nous étions déjà rencontrés avec Sophie Calle, d'autant plus qu'elle a une maison en Camargue, et elle avait ramassé, elle n'était pas encore Sophie Calle, elle avait dans les 25 ans, elle a ramassé tous ces objets, puis elle les a mis dans un carton, elle les a un peu oubliés, et puis 40 ans après, elle l'a évoqué auprès d'un conservateur d'Orsay qui lui a dit mais il faut faire une exposition, mais elle sentait pas complètement quoi faire avec, et d'autant qu'elle préparait aussi sa très grosse exposition l'année d'après au musée Picasso. Oui, qu'on a pu voir encore tout l'hiver. Voilà. Et donc moi ça m'a tout à fait intéressé parce que je lui ai dit que c'était un peu l'archéologie d'elle-même, ses
ses premiers ramassages, donc ça ne savait pas encore quoi faire. Et donc, je lui ai proposé cette démarche que je n'ai pas inventée, qui a déjà été pratiquée par 2 autres archéologues. Un archéologue américain qui s'appelle David Macaulay, où il a écrit un livre qui s'appelle The Motel of the Mysteries, où il imagine la fouille d'un motel basique américain dans Milan. Et puis un archéologue suisse, Laurent Flutsch, qui a monté une exposition qui tourne, y compris en France, qui s'appelle Futur antérieur, où il montre des objets justement du quotidien, y compris les smartphones, en imaginant ce que pourrait dire un archéologue. Donc j'ai repris cette démarche à propos de ces objets. Nous, souvent, archéologues, quand on est démunis pour expliquer quelque chose, on va dire que c'est rituel, parce que là, on peut pas se tromper, vu qu'à peu près tout a été inventé en termes de rituels par les milliers de sociétés humaines connues. Donc, on a fait ça. Ça s'appelle effectivement l'ascenseur occupe la 501, parce que quand on a recherché sur les plans de l'époque où était la chambre 501, d'une part, il y avait 2 chambres 502, mais pas une 501. Et dans la vraie 501, il y avait l'ascenseur. Il y avait l'ascenseur maintenant des bâtiments du quartier administratif du musée d'Orsay, puisque le musée d'Orsay réunit la gare et l'ancien hôtel. Donc d'où le nom de l'ouvrage. Et effectivement, on a décidé de présenter les objets en question comme si c'était des objets archéologiques, ce qu'ils seront dans quelques siècles ou millénaires, sur des socles précieux, et effectivement à chaque fois avec les 2 cartels et les deux discours. Et l'intérêt des fiches de clients dont parlait François Deladerrière à l'instant, c'est que à l'époque, on notait aussi le lieu et la date de naissance. Et maintenant, les registres d'état civil sont la plupart du temps en ligne. Et donc, on peut retrouver l'acte de naissance de quelqu'un, où est noté à chaque fois aussi son mariage, ses divorces et son lieu et année de décès, qu'on peut aller consulter, etc. Et on peut petit à petit reconstituer toute une vie. Donc, c'était tout à fait intéressant. Effectivement, ça me changeait agréablement, et c'était en même temps une vraie démarche archéologique, parce qu'une partie de ces objets dataient des années 30, des vieux téléphones, des manomètres, enfin toutes sortes de choses bizarroïdes qui n'ont pas dû toujours être faciles à photographier, j'imagine. Non, et il y a une petite invention, je trouve, qui est due au graphiste du livre, qui s'appelle Philippe Millot, et qui m'a demandé en fait de photographier les objets à leur endroit et également à leur envers. Et ça, c'était assez marrant à faire. Et par exemple, quand on a fait photographier les fiches clients, donc on les a disposées un petit peu comme ça pour avoir une sorte de panache de feuilles clients, et on a dû refaire le montage exactement dans l'autre sens pour avoir l'envers des feuilles, pour que lorsqu'on tourne les pages du livre, on a un nanomètre sur la page, on retourne, on a le dos de cet objet. Donc c'était un petit peu la particularité aussi de ce travail, de s'amuser à ça. Et c'est vrai que souvent, quand on a un objet à photographier et qu'on doit le chercher sa bonne face, là en l'occurrence, c'était vraiment essayer de le photographier sous ces 2 principales coutures, quoi. Voilà. Et là, en vous écoutant, je me dis, l'archéologue, son travail, il cherche, il fouille bien sûr, il trouve des objets ou des ossements ou des morceaux de quelque chose, d'une ancienne ville, d'une ancienne tombe, et donc on attend de lui qu'il nous raconte une histoire. Et puis, François Deladerrière, vous êtes photographe, et le photographe, il voit une réalité, même, en tout cas, on peut s'interroger sur les différentes réalités qu'on voit, mais en même temps, ce qu'il retranscrit, ce qu'il nous donne à voir ensuite avec sa photographie, est une réalité qui est la sienne. Et donc, cette question de la fiction,
à partir d'une réalité extrêmement tangible qui est un paysage, un visage, un objet, vous oblige, ou plutôt vous entraîne du côté de la fiction. Vous êtes obligé de nous raconter une histoire. Vous nous racontez des histoires. Donc, je voulais savoir quel était comment vous faites par rapport à ça. Est-ce que c'est une question que vous vous posez, d'être au plus près d'une vérité, si tant est qu'elle existe, ou de vous autoriser vraiment, je parle dans votre travail d'archéologue Jean-Paul Demoule et dans votre travail de photographe, ou non, vous cherchez ce supplément, vous allez chercher ce supplément où vous essayez de contourner cette affaire pour nous offrir quelque chose d'autre. Moi en tant que scientifique, je suis assez étroitement positiviste. Il y a des tendances dans l'histoire des sciences, il y a des hauts et des bas. Et pendant les années 60-70, on pensait, pour ne parler que de l'archéologie, mais c'est valable aussi pour d'autres sciences humaines, que ce qu'on disait, c'était en gros ce qui était vrai, puisqu'on avait tout un appareil scientifique. Puis après, dans toutes les années 80-90, il y a eu tout ce mouvement qu'on a qualifié de postmoderne, sur la base où finalement tout n'est que discours, tout n'est que grand récit, et tout ne dépend que de la position de celui qui parle, des narratifs, comme on dit maintenant, ce qui est par ailleurs un pur anglicisme. Voilà. Et donc moi, je pense que je travaille sérieusement et j'essaie de me donner toutes les garanties pour que ce soit réel, et y compris pour l'exposition de Sofical. Eh bien, quand je parle du manomètre, ou quand je parle du vieux téléphone des années 20-30, eh bien, c'est effectivement fabriqué dans cette manière à cette usine qui à l'époque était à telle adresse, ça a coûté tant, etc. Donc je l'ai fait de la même manière que je pourrais le faire pour un vase néolithique. Qu'est-ce qu'il a contenu, puisque l'analyse chimique peut le dire, de quand date-t-il avec le carbone 14, etc. Mais effectivement, là, comme c'était une démarche artistique, j'ai pu symétriquement me lâcher, c'est-à-dire dire en gros n'importe quoi sur ce que serait cet objet dans 1000 ans, vu par un archéologue pas forcément très bon d'ailleurs, parce que ne trouvant pas la vraie fonction de l'objet en question, puisque ces fonctions en 1000 ou 2000 ans auraient été complètement oubliées. C'est ce qui nous arrive de temps en temps quand on trouve un objet, on se dit mais à quoi ça pouvait servir? Et comme disait Alain tout à l'heure, faute de mieux, on dit que c'est rituel, mais souvent ça pouvait être parfaitement utilitaire, et on a des fois des débats ou des changements, effectivement, et avec le progrès des techniques d'analyse, on peut finalement dire à quoi ça servait. Donc effectivement, ce qui m'a intéressé dans cette démarche-là avec Sofical, c'est d'avoir les deux régimes de discours qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Oui, c'est très complémentaire d'ailleurs. Puis il y a aussi ces phrases un peu laconiques, très courtes de Sofical. Donc on a 3 entrées par le texte. Oui. Et ça, c'est tout à fait intéressant. Évidemment, en plus des images. Donc justement, François Deléderrière, sur cette question si on revient aux objets, en l'occurrence des 2 livres dont nous venons de parler, l'archive de Sofical de cette chambre 501 et les 20 objets néolithiques anthropocènes qui vous ont été proposés. On voit bien, quand on regarde vos images, cette fois-ci du côté, je me mets de l'autre côté de la vitre, vous nous proposez quelque chose d'autre, et pourtant ces objets sont là. Enfin, je veux dire, et vous allez nous chercher quelque chose. Et c'est de ça dont je voulais parler. C'est-à-dire à quel endroit, en fait, à un moment donné, vous, au-delà de l'aspect de l'appareil photographique, vous nous faites une proposition aussi d'une lecture en images de ces archives passées ou du temps présent ou du futur d'ailleurs, parce qu'on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui résistera au temps dans l'Anthropocène. Oui, mais d'une manière générale, moi, ce qui m'intéressait dans votre remarque précédemment, c'est faire fiction, en fait. Et moi, je considère que ça, c'est l'essentiel dans ma démarche. Est-ce que ce que j'aime par-dessus tout quand je photographie, et que ça soit des documents, ou que ça soit des objets, que ça soit des paysages, parce que c'est ce qui m'anime le plus souvent.
c'est faire fiction en fait. Et comment aborder le réel, la réalité, et comment être juste par rapport à ce réel qui m'entoure par une approche fictionnelle des choses que je peux rencontrer en fait. Et voilà, moi c'est une démarche qui m'anime d'un travail à l'autre en fait. Et ça prend des formes assez diverses. Je pense à une série que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait L'illusion du tranquille, pardon. Et j'avais photographié dans la campagne du Piémont pyrénéen. Et je cherchais des choses à photographier. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre un peu de la cueillette. On part et on ne sait pas du tout ce qu'on va ramener. Et je commence à trouver des choses qui m'intéressent. Et ce sont que des choses finalement qui faisaient fiction dans le paysage. Par exemple, une boîte de nuit de campagne, par exemple, qui est là et on ne sait pas si elle est abandonnée ou si elle fonctionne toujours. Une carcasse de voiture, voilà, qui est là à côté d'un garage. C'est des choses comme ça. Donc en fait, je dirais que chaque chose photographiée peut faire fiction ou sont des amorces de fiction possibles. Et puis finalement, c'est dans le montage de ces images entre elles, la création de la série qui va faire elle aussi fiction. En fait, c'est ça, je crois que c'est vraiment ça qui est essentiel, c'est que prises indépendamment, les photographies sont pas toujours des fictions, mais c'est à partir du moment où on commence à agencer des images entre elles que c'est là où ça le devient en fait. Enfin, et on raconte des histoires finalement, mais pour la finalité, c'est d'arriver à une sorte une chose à dire sur le monde qui m'entoure, quoi. Finalement, le monde d'aujourd'hui. Alors justement, je vais rebondir là-dessus sur le monde d'aujourd'hui. Jean-Paul Demoule, l'archéologie a longtemps été étroitement liée au monde de l'art et à l'art, on va dire l'art. Et on avait pour habitude pendant longtemps de privilégier les trésors. Enfin, moi je me rappelle la Vénus de Milo. Enfin, on était voilà. Et vous dites que vous faites partie d'une génération d'archéologues qui a essayé d'avoir une vision plus anthropologique pour analyser une société à travers ces objets. Alors, je ne sais pas si on dit du quotidien, banal, vernaculaire. Enfin, on pourrait avoir plusieurs terminologies. Et que c'est ce que vous appelez l'archéologie du présent. Mais ça rejoint un peu ce que François de la Derrière vient de dire aussi, hein, quand il parle de cette boîte de nuit qui est là installée dans le paysage, peut-être au bord d'une route, peut-être un chemin caillouteux, peut-être elle vit encore, peut-être pas, j'en sais rien. Cette question de l'archéologie du présent par rapport à ce qu'on a pu... pourquoi vous êtes allé sur ce terrain ? C'est vrai que pendant longtemps, l'archéologie, c'était uniquement l'archéologie des beaux objets. Ce qu'on a, si on va au musée du Louvre et qu'on veut se renseigner sur la civilisation grecque, eh ben on voit que des statues grecques, des vases grecs précieux, et même chose, si on va à Athènes, musée de l'Acropole, on ne verra que des objets d'art. Et mon département d'archéologie à l'université de Paris 1 s'appelle Institut d'histoire de l'art et d'archéologie. Donc alors c'est pas une vision du tout innocente, parce que c'est voir une société uniquement à travers ces productions de luxe produites pour les élites. C'est un tout petit bout de la société. Donc c'est vrai que ma génération du baby boom a voulu sortir de ça et faire effectivement, comme vous dites, une archéologie du quotidien, et c'est entré un peu dans les mœurs. À Athènes, en Grèce, longtemps les archéologues grecs ou étrangers ne dégageaient que des temples ou des palais et des statues, et maintenant on fouille aussi des villages, des fermes, etc. Et ce que j'ai dit effectivement, c'est que le paradoxe, puisque je me suis retrouvé à travailler avec des artistes comme Sophie Calle ou comme Daniel Spori, c'est que c'est plutôt les artistes, cette fois certains artistes, certains courants, qui ont commencé à avoir une démarche archéologique sur la base, effectivement, qu'est-ce qu'on peut dire de nos objets, des objets de notre société, etc., etc. Et de ce point de vue-là, comme vous le disiez à l'instant,
il y a effectivement une archéologie du temps présent, puisque la définition maintenant qu'on peut faire de l'archéologie, c'est appréhender, comprendre, réfléchir, enquêter sur une société à travers ses traces matérielles. Les historiens vont travailler avec des textes, mais des textes, il n'en existe pas depuis si longtemps que ça. Le plus ancien texte, c'est seulement 5000 ans, c'est 1% de l'histoire d'Homo sapiens, à peine. Et les sociologues vont étudier les comportements, et donc nous, on va étudier une société à travers ces objets. Et ces objets peuvent être très anciens. Les premiers outils humains connus ont 3 millions 300 000 ans, mais aussi bien avec des objets très récents. Un collègue américain, William Rasjay, qui pendant 1 an a pris avec ses étudiants des échantillons des poubelles de la ville de Tucson en Arizona, en parallèle avec des enquêtes sociologiques, et pour enquêter sur finalement qu'est-ce qu'on gaspillait. Il s'est aperçu que 20% de la nourriture est jetée intacte, parce que les gens en avaient trop, qu'ils avaient dépassé la date, etc., que c'est les classes moyennes qui gaspillent le plus, etc. Donc on peut effectivement avoir une archéologie du temps présent, c'est-à-dire comprendre une société à travers ces vestiges matériels. Effectivement, ça coïncidait pas du tout avec ce que disaient les gens, parce qu'on a tendance à minimiser ce qu'on gaspille. Donc, les enquêtes sociologiques et les enquêtes archéologiques ne coïncidaient pas nécessairement. Oui, puis ça ouvre des perspectives, parce que j'imagine que si on trouve une fourchette, je vais prendre un objet a priori très simple, ancienne, bien sûr, ancienne, on peut se demander pourquoi. C'est-à-dire, parce qu'une fourchette, ça peut être plein de choses différentes. Donc ça, là aussi, on revient à ces questions à la fois de recherche, de sérieux, et en même temps ça ouvre des perspectives. C'est sûr que l'archéologie, ça fait rêver. Ça fait partie des métiers que les enfants veulent faire. Et heureusement, ensuite, les plus raisonnables changent d'avis. Oui, et photographe aussi, je crois que ça fait rêver. Alors, juste... il y a des obsessionnels. C'est obsessionnel. Encore que je ne crois pas qu'il y ait de série, à moins que je me trompe, où il y a un arc... Ah bah si, il y a quand même Indiana Jones, quand même. Oui, bien c'est un excellent collègue. C'est un excellent collègue. Il est représentatif parce qu'il doit toujours se battre contre ses collègues, contre l'administration, résister à ses étudiantes, etc. Ah oui. Résister à ses étudiantes. François de la Derrière, là, dans votre actualité, parmi tout ce que vous faites, il y a un travail qui rejoint nos préoccupations, un travail avec le collectif Calamita, je ne sais pas si comment on le dit, je crois que c'est ça. Qui est un projet de recherche sur la vallée et le barrage du Vajon dans les Dolomites italiennes depuis 2015. Vous êtes plusieurs photographes et qui est en cours d'édition et qui sera édité, je crois, cet automne, et qui alors là aussi, qui parle de traces. Là aussi, c'est une archéologie d'une certaine manière, puisque ça parle de cette catastrophe qui est arrivée en 1963, où il y a un morceau de la montagne qui est tombé, qui en tombant dans l'eau a provoqué un tsunami et donc a balayé un village et ses habitants, enfin des villages et ses habitants, 2000, ce qui n'est pas rien. Et là, en tant que photographe, enfin encore une fois, vous êtes plusieurs, vous allez rechercher presque en archéologue, mais par l'image, vous allez rechercher à nous raconter cette histoire, mais avec plusieurs regards. Encore une fois, chacun a sa propre vérité, sa propre manière de poser, mais un regard comme plusieurs archéologues pourraient travailler sur un même site. C'est la même chose. Vous pouvez nous en parler en quelques minutes ? Oui, alors c'est un projet assez singulier en fait qui est lancé par des photographes eux-mêmes, deux photographes italiens, Marina Canev qui habite vraiment dans la vallée à côté de celle du Vajon, dans les Dolomites, et Giampaolo Arena qui fait plein de choses, qui fait un site internet qui s'appelle Landscape Story, etc. Enfin, c'est quelqu'un qui est passionnant et qui habite Trévise. Tous les deux, ils ont décidé de se lancer dans ce projet. Eux, ils ont commencé à peu près en 2013. Alors, pour nous, on ne connaît pas tellement cette catastrophe du Vajon en France, mais pour l'Italie, c'est vraiment une catastrophe majeure qui est restée dans toutes les mémoires.
Et en fait, je dirais que cette catastrophe, en fait, elle a plein d'entrées, si vous voulez. C'est déjà, il y a des études de terrain qui sont faites par des scientifiques qui déconseillent fortement de construire un barrage dans cette vallée. Donc déjà, on dit, il faut pas faire de barrage ici. L'administration passe par-dessus ces études, décide de quand même construire ce barrage. Et donc, en 1959, on fait ce barrage, on le met en eau, et en fait, à partir du moment où on le met en eau, dès les premières semaines, dès les premiers mois, il commence à y avoir des tremblements de terre plutôt importants. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un filon d'argile sous les roches dures, et en fait, cette argile se gorge d'eau à mesure que la vallée se remplit. Et donc, il y a une faille qui se crée. Et petit à petit, des tremblements de terre de plus en plus importants, et on décide de rien faire. Et donc en 1963, en octobre, il y a carrément un morceau de la montagne, le mont Toc, qui se décroche. Et je crois qu'il y a 200 millions de mètres cubes de roches qui tombent d'un coup dans la baignoire, et l'eau de la baignoire passe par-dessus le barrage et dévaste plusieurs villages. En fait, c'est même pas l'eau qui a dévasté en premier lieu, c'est carrément le souffle de l'eau précédant l'eau qui a blasté les habitations, et certains habitants se seront retrouvés à plus d'1 kilomètre, quoi. Enfin, ça a été un drame assez incroyable. Et donc là, il y a 60 ans qui se sont passés. Donc c'est vraiment quelque chose d'aller dans cette vallée, d'aller faire ce travail là-bas. On trouve des traces de la catastrophe, puisque la montagne est toujours là en lieu et place du lac. Il y a eu des tentatives de reconstruction, puisque les villages autour, notamment le village d'Erto, qui est directement au-dessus du lac, il y a eu des tentatives de reconstruire tout de suite, et puis finalement les gens ne sont jamais vraiment revenus, donc il y a des habitations un petit peu fantômes. Enfin, tout ça est un lieu vraiment assez étrange. Et donc, on a été assez nombreux à passer photographe dans cette vallée. Finalement, on est 6 à avoir continué sur plusieurs années. Donc, il y a eu Marina et Gianpaolo, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a eu la photographe française Céline Clanet. Il y a un photographe allemand qui s'appelle Jan Stradman. Une photographe néerlandaise qui est formidable, qui s'appelle Petra Stavast. Et je crois que c'est tout. Et moi-même, en fait, voilà, on est. Et vraiment, ce que j'ai adoré, c'est que là, pour le coup, en photographie, on est très solitaire, contrairement souvent aux scientifiques, je pense, où on travaille en équipe. Photographe, on travaille souvent la plupart du temps tout seul. Et là, c'était vraiment un travail d'équipe. Enfin, on était plutôt souvent seul sur le terrain, mais disons qu'on a eu vraiment cette impression d'avoir un collège de photographes pour réfléchir à cette question, le souvenir de la catastrophe, voilà, qu'est-ce que c'est ces enjeux aussi par rapport au paysage, qu'est-ce qu'on en fait, enfin, qu'est-ce que... Et puis, effectivement, alors là, pour le coup, l'Anthropocène, je veux dire, le pan de la montagne qui s'est décroché, c'est encore totalement visible 60 ans après. Et je pense que dans plusieurs milliers d'années, il y aura toujours la trace de cette catastrophe qui est directement due à l'homme, quoi. Oui, d'ailleurs, Voilà. ça fait partie des dangers sur lesquels alertent un certain nombre de scientifiques avec les questions de réchauffement climatique, donc en montagne et en particulier l'été. Jean-Paul Demoule, là, pour terminer ce moment, qu'est-ce que ça vous inspire, cette espèce, comme vous l'avez dit, invasive et en même temps têtue, quand j'écoute ce que dit François Deladerrière sur la construction de ce barrage, et en même temps totalement résiliente, puisqu'on a l'impression qu'on va d'une catastrophe à l'autre et qu'on oublie assez vite une forme d'amnésie de survie, j'en sais rien, qui permet de continuer à avancer de problématique en problématique. Oui, mais je disais qu'Homo sapiens, c'est effectivement une espèce invasive particulièrement adaptative, puisqu'on a survécu à plusieurs glaciations pendant 100 000 ans. Il faisait très froid et les glaciers descendaient jusqu'au niveau de la Belgique. On est en train de détruire la plus grande partie des autres espèces biologiques. Mais je pense que comme on était 50 000 ou 100 000 au tout début,
même s'il y a des catastrophes, tant qu'il en restera quelques dizaines de milliers, on pourra recommencer comme avant. Mais effectivement, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de mémoire, qu'on n'apprend pas des erreurs humaines en se disant que de toute façon, on finira, on se débrouillera quand même. Hein, et voilà, donc c'est pour ça que je suis plus relativement optimiste sur l'espèce humaine, même si effectivement on peut penser qu'avec l'Anthropocène, il va y avoir des millions ou des centaines de millions de morts dans les conflits qui sont à venir, mais ça suffira pas à détruire l'espèce humaine. Il faudra attendre 5 milliards d'années pour que quand le soleil va s'éteindre. Va s'éteindre. Je vous remercie. On clôt ce premier temps. On va avoir une coupure musicale et ensuite on peut laisser la place à quelques questions jusqu'à 17h. Voilà. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Donc je profite d'avoir le micro pour poser une question. Voilà, je me demande depuis très longtemps, vous en tant qu'archéologue et vous en tant que photographe, qui avez travaillé longuement ensemble, est-ce que ça vous arrive de songer, de penser à un objet, un artefact qui résisterait au temps? Parce que vous qui publiez des livres, des photos, ce sont des choses qui sont peut-être un peu périssables dans le temps. Est-ce que ça vous arriverait d'imaginer un objet qui pourrait être trouvé dans quelques milliers d'années pour être étudié, quelque chose qui résisterait à cette épaisseur temporelle extrêmement fine qui est la nôtre? Oui, bien sûr. Ça marche, hein? Oui, d'accord. Tout ce qui est en pierre résiste indéfiniment. Hein. J'évoquais tout à l'heure les premiers outils en pierre qu'on connaisse, qui ont été trouvés par une mission française franco-kenyane au Kenya, l'Omekhui. C'est des objets qui ont 300 000 ans. Parce que jusque-là, les plus anciens outils connus avaient 2,5 millions d'années, donc on avait dit, c'est les hommes auxquels c'était associé, on avait dit Homo habilis, puisqu'ils étaient habiles à faire des outils. On oubliait que les grands singes aussi ont des outils, et donc là, on a été obligé de reculer de plus d'1 million d'années à peu près. Donc tout ça se conserve très bien. En revanche, effectivement, tout ce qui il n'y a pas grand-chose de ce qui nous entoure là qui va rester. Tout ce qui est électronique va disparaître. Le métal rouille. Le plastique, certes, le plastique va rester un certain temps, mais pas indéfiniment non plus. Donc il reste que le minéral, à condition que ce ne soit pas enfoui. Donc les squelettes qu'on trouve très anciens, puisqu'on a les plus anciens squelettes ont 6 millions d'années, c'est d'une part parce qu'ils se sont minéralisés, fossilisés, et puis ensuite ils ont été recouverts. Hein. Sinon, ils disparaissent. Voilà, donc les photographies, je ne pense pas qu'on Moi, c'est plutôt, je me pose plutôt la question inverse, en fait. C'est comment ne pas trouver de traces de moi dans plusieurs milliers d'années. Enfin, moi, je me pose la question de l'écologie dans mon propre travail, par exemple. J'étais inquiet, en fait, du passage de l'argentique au numérique. Et justement, de plus avoir de traces physiques de mes images, en fait, et la conservation du négatif, etc. Et aujourd'hui, moi, je me dis que de toute façon, devant la prolifération des images, le brouillage par la prolifération, etc., fait que de toute façon, mes images, après moi, je sais pas vraiment ce qu'il en restera et ça m'inquiète pas tellement. Et puis, la question vraiment des supports physiques de mes images, à l'inverse, moi, là, pour le coup, je me pose la question du recyclage, vraiment, quoi. C'est-à-dire, par exemple, je faisais contrecoller mes photographies sur Dibond, donc des plaques à la fois je pense qu'il y a du PVC, il y a de l'aluminium, etc. Et je pense que ça résiste très longtemps. Et je ne sais pas très bien comment ça se recycle. Et maintenant, je fais contrecoller mes images sur carton parce que justement, je sais que c'est recyclable plus facilement. Et il y a plutôt une conscience de... Voilà, ne laissons pas de traces plutôt que comment va-t-on en laisser, quoi. Merci. Question ?
J'aimerais vous poser une question qui irait chercher un peu dans l'affect, on va dire. Quel serait l'un et l'autre votre affect autour de la question du temps, puisque en tant que photographe, vous travaillez sur des choses qui, pour ce qu'on appelle des pauses longues, peuvent aller jusqu'à quelques secondes, mais c'est plutôt des millièmes de secondes souvent. Et pour vous, archéologue, un travail permanent sur le temps long, les dizaines de milliers d'années, et voire peut-être au-delà. Donc, plus qu'une question, pragmatique, réfléchie, plutôt une question d'affect. Comment vous vivez le temps, respectivement, l'un et l'autre? Évidemment, en tant que photographe, la question du temps, elle est essentielle. Après, on n'a pas toutes les réponses, donc c'est des interrogations qui sont constantes, en fait. Après, moi, c'est vrai que dans mon travail, j'ai quand même conscience en permanence d'essayer, enfin, de tenter d'enfermer, enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, d'enfermer dans une image, dans le cadre de l'image, une certaine épaisseur de temps et faire en sorte que ce temps s'étire, s'allonge, dure. Voilà, il y a quelque chose comme ça. En fait, il y a presque un petit peu c'est presque un petit peu de la recette aussi, quoi. C'est comment on va faire pour faire que la confiture passe l'hiver, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, s'il y a des marqueurs temporels très forts dans une image, par exemple une voiture, le design des voitures change très rapidement. Et c'est vrai que là, récemment, j'ai présenté une série d'images dans lesquelles j'ai dû photographier des voitures. Les voitures ont déjà vieilli, en fait. Ces images ont 10 ans. Et j'ai pas envie de montrer ces images parce que j'ai l'impression que les images ont vieilli à cause du design des voitures qui étaient photographiées. Donc c'est pour ça que dans mes images, je cherche à avoir un très peu de marqueurs temporels pour faire en sorte que le regard sur ces images-là, à 5 ans, à 10 ans, change assez peu finalement. Enfin, vraiment, j'ai cette problématique quand je photographie. Et j'ai beaucoup de mal à photographier des objets qui sont très marqués de leur époque, par exemple. Voilà. Mais pour ce souci justement de faire des images qui sont prêtes à être regardées, peut-être pareil 10 ans après. Après, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas ce qui va se passer, mais disons que voilà, il y a ce désir comme ça de faire un peu ralentir le temps dans les images que je peux produire. C'est vrai que l'archéologue, par définition, il est dans le temps et dans la durée, mais aussi comme tous les autres espèces biologiques, dont la seule logique est de se reproduire et de disparaître, hein, et de penser que c'était mieux avant, plus on se rapproche de la fin. C'est un collègue historien, Gerfagnon, qui a écrit un livre, C'était mieux avant, avec toutes les références. Et ça commence avec Hésiode, 8e siècle avant notre ère, qui dit « Tout fout le camp, la jeunesse ne respecte plus rien, etc. » Donc, plus largement, effectivement, on est dans le temps, et l'intérêt... c'est justement, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce travail à Lyon sur l'Anthropocène, c'est que ça permet, quand on est dans la longue durée, ça permet de réfléchir et de voir quelles sont les permanences. Par exemple, on s'angoisse sur les migrations, on n'avait jamais vu ça, donc j'ai tenu à écrire un livre sur l'histoire des migrations pour montrer qu'il y a toujours eu des migrations, et ça a toujours été comme ça, et il y en aura toujours. Donc c'est l'intérêt de l'archéologie, c'est justement de relativiser et de placer tout dans le temps long de l'histoire de l'humanité, et de pas avoir le nez sur le guidon, comme on l'a trop souvent maintenant, aggravé en plus par les réseaux sociaux, où chaque groupe est enfermé dans sa bulle. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux, Jean-Paul Demoule, François de la Derrière, de cette petite bulle temporelle d'une heure avec laquelle j'ai pu passer en votre compagnie. Je vous remercie tous les deux. Je vous souhaite de belles rencontres. Merci. Parce que j'imagine que vous allez aller voir des expositions. Et donc, nous allons poursuivre avec un entretien mené par Yindra Kratochvil avec le photographe Debbie Cornwell, qui est l'auteur de l'exposition Citoyens Modèles. Merci beaucoup. Merci.
Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.